Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Raconte-moi mes ancêtres, en gros ce que je fais, c'est qu'à travers des documents que je trouve, je vous raconte l'histoire d'un couple d'ancêtres. Puis, question de bien comprendre c'était quoi la vie de ces gens-là à l'époque, j'y bonifie en y ajoutant des contextes historiques. Mais étant donné qu'il y a des sujets qui ont touché à peu près tout le monde au Québec dans ces années-là, je me suis dit que j'étais pour faire en parallèle des capsules sur des sujets spécifiques, comme par exemple l'histoire de l'électricité au Québec, ou bien au niveau culturel, la gigue, les rilles, les rigodons, ou encore au niveau politique, Honoré Mercier ou le curé Labelle. Et bien évidemment, qu'est-ce qui touchait la vie de tous les jours de nos ancêtres? Eh bien, les sports. Bon, j'aurais pu parler de la crosse qui était à l'époque le sport le plus populaire, mais je me suis dit qu'on va commencer par le hockey, plus précisément le Canadien de Montréal. Question de faire un parallèle, moi quand j'ai commencé à suivre le hockey, j'avais environ 6-7 ans. Puis j'ai vu les Coupes Stanley de 86 puis de 93. Après ça, c'était plus ou moins glorieux. La génération de mes parents et de mes grands-parents, eux, ils ont vu Maurice Richard, Jean Béliveau, Jacques Plante, Yvan Cournoyer, Guy Lafleur et j'en passe. Ça, c'est sans compter qu'ils ont vu plus ou moins 15 Coupes Stanley. Mais la génération de mes arrière-grands-parents, les Anna Saint-Onge, Ludger Lafontaine, Lucienne Lamar ou Narcisse Dion, en plus d'avoir vu jouer la plupart des joueurs que je viens de vous nommer, eux, quand ils étaient jeunes, ils ont peut-être vu jouer Jack Laviolette à la crosse. Hélène Dahomey est née dans le comté de Prescott en Ontario 5 ans après la naissance de Newsy Lalonde à Cornwall. C'est vraiment pas impossible qu'Elenda ait été voir jouer son frère contre ou même avec Newsy Lalonde dans ses débuts. Eux, ils ont vu les débuts pas juste du Canadien, mais du hockey en général. Ils ont vu Didier Pitt, ils ont vu les débuts de Georges Vézina, la première Coupe Stanley, Joe Malone, Aurel Joliat, Howie Morans. Ça, c'est tous des noms qu'on a déjà entendus, mais qu'on connaît très peu. Ça fait qu'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de replonger dans le temps et passer à travers les débuts de l'histoire du Canadien. Puis pour comprendre les débuts de la fondation du Canadien, on va commencer par parler d'un dénommé Jean-Baptiste, surnommé Jack Laviolette, né en 1879 à Belleville, en Ontario. Il va déménager à Valleyfield à l'âge de 12 ans, donc en 1891. Puis ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Valleyfield, sachez que Valleyfield, en 1891, c'est une des plus grosses villes en démographie au Québec. Puis on est dans les débuts du hockey organisé. Ça fait même pas 20 ans que c'est connu. Puis Valleyfield, c'est une ville ouvrière, un des derniers arrêts avant les Grands Lacs. Il y a beaucoup de bateaux qui naviguent à travers le canal Beauharnois au Soulanges. Ça fait qu'il y a beaucoup d'activités économiques et on est aussi, rappelez-vous, à une époque où les fils d'agriculteurs de familles nombreuses doivent s'exiler vers la ville pour avoir du travail. Ça fait que le hockey, ça a pas mal commencé dans les régions industrialisées. C'est normal, la densité étant plus grande, c'était plus facile à trouver du monde pour jouer dans le quartier. Puis comme qu'on est avant la démocratisation du téléphone, de la télé ou même encore de l'électricité, les jeunes, ils se divertissaient comme qu'ils pouvaient. Puis ça, c'est en jouant à la crosse ou au baseball l'été. Puis l'hiver, c'était le hockey. Et connaissant la réputation de Valleyfield au niveau des sports, je suis pas étonné d'apprendre que Jack Laviolette est sorti de là. En 1903, alors qu'il est âgé de 24 ans, lui et Didier Pitt vont signer pour le National de Montréal dans la Ligue fédérale amateur de hockey. Ligue nouvellement fondée. Mais après une saison, il va entendre parler que dans une ligue au Michigan, les joueurs sont payés. Ça fait qu'il va jouer sa saison 1904-1905 à Sault-Sainte-Marie. L'année d'après, il va convaincre son ami Didier Pitt de venir jouer avec lui. Les deux vont jouer les 3 prochaines saisons dans cette ligue-là. Pendant ce temps-là, au Canada, pour contrer l'exode des meilleurs joueurs, les présidents d'équipes amateurs vont se rencontrer. Puis ils se sont entendus que la solution, c'était, devinez quoi? Ben oui, de payer les joueurs, pareil comme au Michigan. Ça fait que la Violette puis Pitt sont revenus à Montréal, puis leur choix s'est arrêté sur les Shamrocks de Montréal. L'équipe qui, comme le nom l'indique, avait été fondée pour des Irlandais de Montréal. Il n'y avait pas juste à Montréal qu'il y avait des Shamrocks, il y avait des Shamrocks un peu partout où il y avait eu de l'immigration irlandaise. Québec, Winnipeg, Toronto, Ottawa.
Puis il y avait d'autres équipes à Montréal, hein, les Wanderers, le Montreal Hockey Club ou encore les Victoria. Équipe qui, vous le devinez, avait été faite par des loyalistes pour des loyalistes à l'époque où la reine Victoria occupait le trône de la couronne britannique. Ça fait que bon, comme le hockey avait été inventé par des Canadiens anglais en 1875 et que rapidement les Irlandais vont joindre la partie, c'est donc normal que les clubs amateurs s'appellent Wanderers, Victoria ou Shamrock. Mais 35 ans plus tard, les Canadiens français étant nombreux vont s'être mis à jouer au hockey et vont offrir des joueurs talentueux qui vont se disperser à travers les clubs amateurs. Mais là, depuis quelques années, on se souvient, on est obligé de payer les joueurs si on veut les garder. Et pour les payer, ça prend du monde dans les estrades. Et comme les Canadiens français étant assez nombreux dans la région de Montréal, il fallait les attirer vers les matchs professionnels. Puis vous comprendrez qu'Henri-Paul Laprairie, Alexandre Mallette ou Alfred Joly ne se sentaient pas bien identifiés dans une équipe qui s'appelle les Victoria ou les Shamrock. Ça fait qu'on est venu à la conclusion qu'il fallait créer une équipe professionnelle de Canadiens français. Bon, au début, on avait pensé au National de Montréal qui était composé de beaucoup de Canadiens français. Mais à cause de chicanes puis d'histoires de contrats qui liaient telle ou telle équipe puis des contrats avec les arénas, on va finalement avoir 2 ligues professionnelles. Dans une ligue, la Canadian Hockey Association, il va y avoir les Shamrock, les Ottawa, le Québec, le All Montreal et le National. Et comme la National Hockey Association, de son côté, avec les Wanderers, le Renfrew, le Cobalt et le Haileybury, il n'y avait pas de club de Canadiens français. Au début, on s'attendait à former une grosse ligue avec le National comme équipe de Canadiens français. Mais comme que la chicane avait pogné, ça fait que c'est là qu'on va mandater Jack Laviolette d'être joueur-entraîneur et recruteur de la première édition du Canadien de Montréal. Et supposément qu'il y avait déjà 2 joueurs qui ont dit oui, soit son bon ami Didier Pitt et Skinner Poulain. Puis ce que je viens de vous dire là, on l'apprend dans la presse du 6 décembre 1906. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je fais une revue de presse par jour par jour jusqu'au premier match. Puis après, on va faire une vidéo par match, puis si vous aimez ça, on va continuer. Alors, comme je disais, c'est dans la presse du 6 décembre 1909 qu'on va apprendre la fondation du Canadien. Je ne vous lirai pas tous les passages, là. Généralement, je vais résumer l'article, mais là, comme c'est l'annonce de la fondation du Canadien, je vous en lis un bout. L'admission dans la National Hockey Association d'un club canadien-français ayant Jack Laviolette comme gérant est le dernier développement dans la situation du hockey. Le nouveau club portera le nom de Canadien et sera rival du National. Pas nécessairement sur la glace, là, mais pour signer des joueurs canadiens-français, et vous allez voir, ça va être toute une guerre. C'est un dénommé Thomas Eyre de Cobalt, le propriétaire de l'équipe de Cobalt, qui va être le bailleur de fonds pour l'équipe du Canadien. Il met 1 000 $ pour la franchise et 3 000 $ pour garantir le salaire des joueurs. Eh bien là, Jack doit partir à la recherche de joueurs. Mais on mentionne que Pitre et Poulain font déjà partie de l'équipe. Prenez note que Jack fait aussi partie du comité d'administration de la Ligue. La patrie du 6 décembre va aussi couvrir la nouvelle, avec beaucoup plus de détails. Bon, ce qu'on apprend de nouveau, c'est que la réunion de la Canadian Hockey Association et la National Hockey Association était la même journée au Windsor. C'est donc le 4 décembre au Windsor dans la chambre 129 que le Canadien est né. Les autres équipes de la National Hockey Association vont s'entendre à l'effet de ne pas signer des joueurs canadiens-français tant que le Canadien n'aura pas complété leur équipe. Et que la prochaine rencontre sera le 11 décembre 1909. On met ça à nos agendas, j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer dans cette réunion-là. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. En passant, je suis persuadé qu'il y a plein de noms que je viens de vous mentionner qui vous disent quoi. Que ce soit parce que vous êtes fan du Canadien ou tout simplement que vous avez entendu ces noms dans le but de Loco Locas. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur ces gens-là, continuez d'encourager la chaîne. Puis il y a plein d'autres noms qu'on entend régulièrement qu'on va maintenant savoir c'est qui, comme Art Ross ou Georges Vézina. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de commenter, de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne ou à la page Facebook de Raconte-moi mes ancêtres. On se revoit dans une prochaine vidéo pour la revue de presse du 7 décembre 1909.